Merci pour l'introduction, merci pour cette invitation. Voilà, je suis aussi et surtout peut-être professeur de nutrition à AgroParisTech, voilà, dans une unité INRA mixte, INRA AgroParisTech qui est basée rue Claude Bernard. Alors j'ai la lourde tâche de vous dire ce que c'est la diversité alimentaire, comment on mesure cette chose-là et les différentes variantes de mesure. Et quelle relation ça a, qu'est-ce qu'on sait de la littérature sur les relations à la nutrition, à la qualité nutritionnelle des régimes et avec la santé des populations, avec des critères de santé des populations. Alors pour commencer, j'ai pensé utile de ressortir le fameux adage du nutritionniste, et vous m'avez précédé en ce sens. Donc manger, varié et équilibré, voilà, c'est toujours ce qu'on dit. Peut-être c'est ça qui vous est venu à l'esprit quand on a parlé de diversité ou de variété alimentaire. En tout cas, moi, ce fut mon cas. C'est presque proverbial, effectivement, ça remonte à très longtemps. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors on veut dire deux choses. Donc du côté varié, on veut dire manger beaucoup de choses différentes. Voilà, c'est un petit peu une idée de variété. Et avec équilibré, on entend que ces choses-là peuvent être complémentaires et donc participer tous ensemble à réaliser un équilibre alimentaire. L'idée sous-jacente, c'est quand même qu'un aliment n'est pas complet, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il contiendrait assez de tout ce qu'il faut dans les bonnes quantités. Mais c'est pas grave, puisqu'on mange plusieurs aliments, donc peu importe. Mais donc en consommant assez de chaque aliment bien choisi, on peut couvrir le besoin en nutriments indispensables essentiellement. Voilà, c'est même comme ça que vous avez posé le débat, et je vous suis là-dedans. Alors si on fait un peu, alors pas de l'archéologie, ça remonte à pas très longtemps quand même, j'ai trouvé quelque chose de 1992 du professeur Debris qui nous dit le concept de l'équilibre alimentaire est théoriquement juste. Bon, j'aime bien ce genre de notion. La bonne santé de l'organisme dépend de l'apport alimentaire régulier des différents nutriments qui lui sont nécessaires. Les nutritionnistes conseillent aux consommateurs une alimentation quotidienne diversifiée, équilibrée. Donc on retrouve toujours les termes associés, hein. J'y reviendrai bien sûr. Et propose que les repas eux-mêmes soient équilibrés. Ça, c'est parce que si on équilibre sur les repas, on est sûr d'équilibrer sur la journée, d'équilibrer au long terme. Mais c'est pas requis, hein, petite parenthèse. Alors, on a l'impression d'être quand même dans du connu. Moi-même, je dis manger, varié, équilibré, parce que je pense que c'est vrai, et parce qu'aussi c'est pratique pour couper court à certaines discussions qui s'éternisent sur est-ce qu'il faut manger un peu plus de ceci, un peu moins de cela. Donc, on règle les solutions un peu lâchement en disant, bon, ce qui est important, c'est de manger varié et équilibré. Mais bon, tout le monde s'accorde pour dire que c'est juste. Alors quand même, varié et équilibré, il faut savoir à quel niveau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire. Je reviens d'une conférence où j'ai un collègue néo-zélandais qui fait des rations par programmation linéaire, il y en a d'autres qui font ça aussi, et lui il fait des rations avec 7 aliments qui couvrent les besoins en nutriments indispensables de population. Voilà. Et même en plus qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. C'est pas mal. Il y a 7 aliments. Voilà. Donc à quel point on a besoin de manger varié, quel niveau de variété est requis. C'est pas un concept binaire, varié, pas varié. Voilà. Donc on va aussi discuter de ça, parce que quand on rentre dans le détail... si on fait de l'archéologie nutritionnelle un peu plus, une couche supplémentaire, on retrouve dans les recommandations aux États-Unis les premiers Dietary Guidelines for Americans. En premier, on trouve ici manger une variété d'aliments. Voilà. En premier dans les recommandations. Donc effectivement, c'est très prégnant. Alors avant de vous expliquer la suite, hein, comment on mesure, qu'est-ce que ça veut dire, etc., je veux aussi vous dire que c'est quand même à la base, c'est une question d'alimentation de subsistance, c'est-à-dire à quel point il est nécessaire de varier pour avoir des aliments qui sont sources suffisantes de certains nutriments indispensables. Ça vient des pays en voie de développement, sur lesquels on sait que les alimentations très monotones, basées sur des groupes riches en amidon, par exemple, pauvres en produits animaux, en fruits et légumes frais, sont associés à des apports faibles en vitamines et minéraux, des apports très insuffisants en vitamines et minéraux, sur lesquels on constate des altérations du statut nutritionnel, etc.
Donc là, finalement, à ce niveau-là, c'est un concept de sécurité nutritionnelle, c'est-à-dire apporter assez de nutriments par l'intermédiaire de la variété des aliments ou de la diversité de l'alimentation pour couvrir les besoins, notamment en vitamines et minéraux, mais aussi en protéines, en énergie, etc. Avec la transition alimentaire des pays en voie de développement et avec l'industrialisation des régimes dans les pays occidentaux, c'est plus tout à fait en ces termes-là que les questions se posent. On fait un peu plus davantage attention aux excès d'apport en nutriments qu'il faut limiter. Et les questions de santé publique sont davantage sur les maladies dites de civilisation qui sont issues d'une trop forte consommation énergétique et d'une trop forte consommation de certains nutriments pathogènes, disons. Fin de l'introduction. Maintenant, qu'est-ce qu'on mesure, comment on mesure la diversité, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors j'ai essayé de vous faire un petit tableau avec il y a quoi à gauche et il y a où et où comment à droite. De quoi? Alors il y a deux façons importantes de mesurer de la diversité. C'est de compter. Alors on compte toujours, hein, c'est un truc qu'on compte. Voilà. Donc soit on compte des aliments et on appelle ça, on compte toujours, oui c'est ça. Ah, quand on aime, c'est ça, on compte pas. Là, on compte. Donc, quand on compte des aliments, on appelle ça le plus souvent de la variété. On compte un nombre d'aliments consommés dans un régime, sur une période, etc. Quand on compte des groupes alimentaires, c'est-à-dire quand on compte des aliments comme représentant de la consommation de certains groupes alimentaires, on appelle davantage ça de la diversité. Après, tout le monde n'appelle pas les choses de la même manière, mais c'est plutôt comme ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on compte? On compte des aliments. Ah oui, mais j'ai pas. Je pointe. Il fallait me le dire. Je pointe pour personne. Là, voilà. Okay, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on compte? Alors, on compte en général des aliments qu'on est capable de distinguer dans l'enquête alimentaire. Donc, les aliments que les gens déclarent ou qui déclarent sur des grilles préétablies, avec un certain niveau de finesse, ou qu'on regroupe ensuite par aliments un peu génériques. C'est-à-dire, les gens peuvent déclarer, par exemple, qu'ils ont mangé des carottes râpées, des carottes crues, des carottes râpées, des carottes bouillies, des carottes sautées. Est-ce que ça fait 4 aliments, ou est-ce que ça en fait un seul? C'est des carottes. Voilà. Donc il y a une question de détail, ou comment on structure l'arborescence et qu'est-ce qui fait un item en fait alimentaire. On peut aussi, quand on compte, on peut aussi compter dès que l'aliment est déclaré ou dès que ça fait une quantité significative. Donc si quelqu'un déclare qu'il a mangé une framboise, par exemple, est-ce qu'on compte une framboise, tac, 1, ou est-ce qu'on attend qu'il ait mangé une portion de framboise pour compter une framboise? Voilà. Une portion de framboise comme dans l'aliment. Alors bon, tout de suite, on voit que le diable est dans les détails. C'est comme ça, dès qu'on s'intéresse à la façon dont les gens mesuraient la diversité ou la variété. Et ça fait partie de du bruit ou du flou qu'il peut y avoir dans certains cas. Alors on compte où, on compte comment. Alors on peut compter dans l'ensemble du répertoire alimentaire déclaré. Donc les gens déclarent ce qu'ils mangent. Donc ce qu'ils mangent d'habitude, ce qu'ils ont mangé à la semaine sur laquelle on a fait l'enquête, etc. Donc ça, on appelle ça en général de la variété totale, par exemple, si on mesure tous les aliments sur cette période-là. On peut aussi compter donc des groupes alimentaires, donc c'est plutôt de la diversité. On peut compter de la diversité sur un nombre donné de groupes, par exemple sur 5 groupes alimentaires, c'est souvent ce qui est fait, et c'est ce que va présenter aussi Auré en partie, pas que. Où on peut compter la variété, c'est un nombre d'aliments parmi des groupes majeurs, en excluant certains groupes du comptage de la variété. Vous voyez encore une fois les différences qu'il y a. Et enfin, on peut compter, donc tout dépend de la structuration, de la classification des aliments qu'on a. Des groupes, comment sont constitués les groupes. Donc c'est ce que j'ai inscrit ici. Donc quel grain on prend? Est-ce qu'on prend 5 groupes alimentaires et on compte de la diversité sur 5 groupes? Est-ce qu'on prend 30 ou 40 sous-groupes et on compte de la diversité sur ces 40 groupes ou sous-groupes alimentaires? Ou est-ce qu'on fait autrement? Comment ces groupes sont constitués? Est-ce que c'est de la diversité botanique? Est-ce que c'est de la diversité de composition? Est-ce que c'est de la diversité d'usage? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Est-ce que ça peut être une contribution nutritionnelle à la qualité de l'alimentation? Il y a différentes façons de faire des groupes alimentaires. Et donc, du coup, ça ne veut pas dire la même chose. Voilà. Donc, désolé de
compliqué l'affaire, mais c'est comme ça que l'affaire se présente. Alors, une petite illustration de ça, quand on mesure de la diversité, je vous ai mis un exemple ici. On peut, comme ici, regrouper, par exemple, dissocier viande, volaille, poisson de œufs, ou les associer. Il y a d'autres exemples où c'est associé. Viande, poisson, œuf, c'est une catégorie d'ailleurs souvent utilisée en France. On peut dissocier le poisson, ici poisson et fruits de mer, de viande, volaille et abats, ou pas. On peut voir apparaître une catégorie supplémentaire ici qui correspond à la junk food, en gros. Est-ce qu'on a intérêt à compter de la diversité sur un groupe alimentaire comme celui-là? Est-ce que ça fait partie de la diversité ou est-ce que ça va peser négativement dans la contribution de la diversité à l'équilibre alimentaire? Vous me voyez venir. Ou alors encore détailler la contribution de groupes de produits sucrés, par exemple, pour faire le pendant des produits des matières grasses. Voilà. Selon comment on structure les groupes, bien sûr, les relations avec la qualité de l'alimentation ne vont pas être du tout les mêmes. Voilà. Alors, pour autant, qu'est-ce qu'il en est des relations entre la diversité et l'adéquation nutritionnelle des régimes? Alors, je vais d'abord faire des observations dans les pays en voie de développement, puis après, on va passer aux pays occidentaux, disons. On a des relations assez fortes, en général, entre alors ici, c'est la variété, c'est Food Variety Score, et ici, c'est Dietary Diversity Score. Ça, c'est l'adéquation globale moyenne, et c'est le coefficient de corrélation. Donc on voit qu'il y a des relations positives entre la variété et la diversité et l'adéquation nutritionnelle des régimes, prise de façon très globale. On voit aussi qu'il y a des relations un peu plus particulières ici avec la couverture du besoin en vitamine C et la variété, ou la couverture du besoin en vitamine C et la diversité. Voilà. Et on pourrait trouver d'autres exemples, ce qui est significatif et avec des astérisques dans ce tableau un peu austère. Voilà. Alors, j'ai pas pu m'empêcher quand même de mettre un petit bémol sur la façon dont on calcule l'adéquation nutritionnelle des régimes dans ces affaires-là, parce que vraiment, c'est. Alors, je vais passer parce que je veux pas être trop long, mais c'est vraiment des méthodes frustes et c'est vraiment peu de le dire. Voilà. Bon, mais ça a le mérite d'exister. Qu'est-ce qu'on constate dans les différentes études des relations entre la diversité et la couverture du besoin en vitamines et minéraux pour l'essentiel? Eh bien, vous l'avez représenté ici. Et ce que vous voyez, on peut prendre un exemple, couverture du besoin en calcium et diversité dans différentes études. Vous voyez que parfois, il n'y a pas de relation avec la couverture du besoin en calcium, et parfois, il y en a. Et même, parfois, elle est forte, la relation. Pourquoi? Ça dépend des pays, ça dépend des populations, ça dépend de ce qu'ils mangent, ça dépend de comment on a calculé la diversité, ça dépend de comment on a estimé la composition des aliments en vitamines et minéraux, etc. Voilà. Les sources d'explication, il y en a pas mal. En fin de compte, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les méthodes sont très variables. Les façons de mesurer l'adéquation nutritionnelle sont très fautives. Mais quand même, il y a une relation. Généralement et globalement, la diversité ou la variété, mais c'est plus souvent la diversité qui est mesurée dans les pays en voie de développement, sont des bons marqueurs d'adéquation nutritionnelle des régimes, voilà, ou de qualité générale des régimes. Et c'est bien pour ça que c'est utilisé, qu'on fait des mesures de diversité dans les pays en voie de développement. C'est parce que c'est très facile. C'est très facile. Il suffit de compter. Ici, vous avez un exemple, 10 groupes alimentaires. On compte de la diversité sur 10 groupes, donc des scores qui vont de 0, enfin de 1 en général, parce qu'on mange bien quelque chose quand même, de 1 à 10. Et si vous mettez un seuil de coupure à 4, vous discriminez des individus en fonction de l'adéquation nutritionnelle de leur régime, et pas si mal. Voilà, vous avez la spécificité, la sensibilité ici. C'est un petit peu compliqué. Et retenez ça. On arrive à discriminer grossièrement, mais pas si mal, du statut nutritionnel dans de l'alimentation de subsistance. Alors j'en ai fini pour les pays en voie de développement. On va passer aux pays occidentaux et à l'alimentation industrialisée, disons. Mais je vais compléter d'abord au chapitre des méthodes.
pour vous dire aussi qu'on peut faire des choses un peu plus compliquées. C'est justement parce que ces choses un petit peu plus compliquées, on les fait pour de l'alimentation occidentale dans des travaux d'alimentation occidentale. Donc on peut par exemple, c'est quelque chose qu'on a fait nous dans nos travaux, on peut calculer la diversité en tenant compte de la structure en groupe et sous-groupe dans l'alimentation. C'est-à-dire qu'on peut compter les sous-groupes, mais moyenner la diversité en fonction du nombre de sous-groupes dans les groupes alimentaires considérés. Donc c'est une façon de tenir compte de la structuration alimentaire, du nombre inégal de sous-groupes dans les groupes alimentaires. Donc c'est un indice assez intéressant, je crois. Et enfin, ce qui a été fait aussi dans les pays industrialisés, c'est de compter donc un point par portion consommée, donc une portion significative. On compte cette fois, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu à travers la diapositive. Un point par portion, mais plusieurs points par groupe pour les groupes qui sont considérés comme favorables à l'équilibre alimentaire. J'ai un exemple à vous montrer. C'est ce qui a été fait sur NHANES 2, donc une étude aux États-Unis à la fin des années 70. C'était publié en 1991. Donc ils ont calculé deux choses. Ils ont calculé un score, ce qu'ils ont appelé un Food Group Score, qui a un score de diversité sur 5 groupes. Donc là, on est dans le très connu, le très simple. Ils ont calculé aussi ce qu'ils ont appelé un Serving Score, donc qui est calculé, comme je vous dis, on compte un point pour 2 portions dans le groupe produits laitiers, dans le groupe viande. On compte un point pour 4 portions dans le groupe céréalier. On majore le nombre de points par groupe, etc. Mais là, c'est plus exactement de la diversité. C'est-à-dire qu'on pondère en fonction de l'équilibre projeté dans l'alimentation. Donc on est sur quelque chose qui est déjà combiné, en fait. Et c'est davantage, j'y reviendrai, mais c'est davantage un score d'adhésion à des recommandations alimentaires qu'un score de diversité. Vous voyez ? Mais on est bien à cheval quand même entre quand on commence à compter et qu'on veut associer ça à un profil, on commence à être dans des scores de qualité de l'alimentation et plus dans de la diversité. Donc je voulais vous montrer ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est des relations entre diversité et adéquation nutritionnelle dans les pays industrialisés ? Alors pour ça, j'ai trouvé aussi un article d'Adam Drunowski qui date de la fin des années 90, où ils avaient regardé, c'était assez novateur pour l'époque, ils avaient regardé de la diversité et de la qualité de l'alimentation aux États-Unis et en France. Qu'est-ce qu'ils avaient constaté ? Eh bien qu'en France, on a une alimentation beaucoup plus diversifiée qu'aux États-Unis. Ils avaient constaté aussi qu'à contrario, ça va vous surprendre, mais c'était comme ça, la qualité de l'alimentation des Français était plus mauvaise que celle des Américains. Alors plus mauvaise selon les standards de l'époque, des références des guidelines américains qui étaient surtout fondés sur les nutriments à limiter. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire là ? Je vais vous dire que les relations entre qualité et diversité sont variables selon les pays, selon la structure de l'alimentation, selon les habitudes culturelles des pays. Et c'est très difficile d'extrapoler et de faire des hyperboles à partir d'observations dans d'autres pays, dans d'autres contextes alimentaires. C'est pour ça que le contexte français, c'est intéressant de regarder ça dans le contexte français typiquement. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a regardé des associations entre le score de diversité ici, donc qui est calculé de façon un petit peu compliquée, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, et un score d'adéquation, alors qui est que le score d'adéquation nutritionnelle strict, c'est-à-dire celui qui se réfère à la probabilité de couverture des besoins en nutriments indispensables. Pas la surconsommation d'acides gras saturés, de sucre, de sel, etc. Juste l'aspect positif de l'alimentation. Et ce qu'on voit est assez clair. On a une assez belle relation entre la diversité et l'adéquation nutritionnelle. Donc c'était fait sur l'enquête 1K2, qui a 10 ans maintenant, mais voilà, c'était assez net et assez fort quand même. Alors qu'est-ce qu'on a constaté aussi ? Bien, c'est qu'il y avait des associations donc fortes entre diversité et adéquation nutritionnelle, ce que vous avez là, et qu'il y avait des associations aussi entre ces deux parties, la diversité et l'adéquation nutritionnelle des régimes, avec des caractéristiques des consommateurs. Donc plus les consommateurs sont âgés,
plus ils ont un statut socio-économique supérieur, plus ils ont un profil diététique global favorable, et plus ils ont une bonne diversité alimentaire, et plus ils ont une bonne adéquation nutritionnelle dans le régime. Voilà. Bon, pas surprenant, mais du coup, c'est un petit peu difficile de démêler les causes et les conséquences dans des relations quand même où il y a pas mal de confusion. C'est aussi associé à des structurations un peu plus autres, des façons hautes de décrire la qualité de l'alimentation. Nous, on avait regardé les relations entre la consommation de protéines végétales, la consommation de protéines animales, la diversité et l'adéquation nutritionnelle des régimes. Et on avait constaté des associations très fortes aussi. Voilà. Donc il y a différentes façons de décrire la qualité de l'alimentation, de trouver des marqueurs de la qualité de l'alimentation dans les populations occidentales. Alors si maintenant on regarde des marqueurs de santé, on commence à avoir un certain nombre de données dans les pays industrialisés. La première donnée qu'on a eue, ça date de 1993, c'est une association très forte aux États-Unis entre la mortalité toute cause et de la diversité alimentaire. Donc vous avez le groupe de référence ici, avec un risque relatif de 1 par construction, pour des gens qui ont un score de diversité de 5, c'est-à-dire qui consomment 5 groupes alimentaires dans un rappel de 24 heures de leur consommation. Sur 24 heures de consommation, ils ont consommé les 5 groupes alimentaires répertoriés. Ils sont ici, hein, c'est produits laitiers, viande, produits céréaliers, fruits et légumes. Et dès qu'ils ont fait l'impasse sur un groupe alimentaire, ou 2 groupes alimentaires ou plus, eh bien, il y a une relation très forte avec la mortalité toute cause. Jusqu'à un doublement du risque, hein. Bon, pour des alimentations quand même assez particulières. Chez les hommes, chez les femmes, c'est un petit peu moindre, on dirait. Voilà. Dans cet indice de diversité-là, je suis allé voir en bas du tableau, mais j'avais oublié que je l'avais écrit ici, les viandes dont protéines végétales, puisque c'est déjà pas mal d'analogues, des produits céréaliers hors gâteaux, etc., des fruits sauf boissons aux fruits. Donc on commence un peu à spécifier aussi la nature des groupes alimentaires concernés. C'est pas la diversité totale à l'intérieur du répertoire alimentaire. Donc vous voyez, on est toujours... on est parfois entre deux, entre des mesures brutes de la diversité ou de la variété et des choses qui sont déjà des aménagements. Mais surtout, l'analyse que je fais, c'est que c'est d'une part des scores assez grossiers quand même de diversité alimentaire, et d'autre part, c'est sur des données au début des années 70 où on n'était pas encore, quoi qu'aux États-Unis, ils étaient quand même déjà bien dedans, on n'était pas encore aussi déstructuré alimentairement ou diététiquement. Qu'est-ce qu'on a eu depuis ? Eh bien, on a eu plutôt des résultats négatifs des associations entre la diversité et des paramètres de santé. Alors, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Là, c'est une étude parue cette année dans l'American Journal of Clinical Nutrition, où ils ont regardé les associations, le risque relatif de maladies coronariennes en fonction de scores de diversité. Ils en ont pris 2, qui sont des scores classiques de diversité un peu internationale, donc un peu PVD, mais bon, voilà. C'est ce que sur 10 groupes pour le MDDW, par exemple. Pas de relation significative, pas de tendance linéaire entre la diversité et le risque de maladie coronarienne. Alors que, quand on prend un score de qualité de l'alimentation, là, on a une relation, qui n'est pas énorme, mais on a une relation. Alors, c'est très étonnant. Donc, il y a des gens qui ont creusé ça un petit peu. Et il y a eu un travail, je trouve très intéressant, autour de la qualification de la diversité. Donc, dans une enquête aux États-Unis, encore une fois, c'est chez Darius Mozaffarian, où ils ont mesuré 3 paramètres de diversité pour essayer de comprendre quels étaient les critères de diversité qui étaient ou non associés à du risque, de la santé. Ici, le risque de diabète, qui est un critère pas mauvais. Donc, ils ont mesuré la variété totale. Donc là, c'est très simple, on compte le nombre d'aliments. Ils ont regardé ce que j'ai appelé moi la répartition de la variété, qui s'appelle evenness, qui est le fait que la variété soit la même dans les groupes considérés, soit à peu près, soit pas trop variable, on va dire, selon les groupes. Et après, ils ont regardé quelque chose qu'on regarde rarement, par contre, qu'ils ont appelé la dissimilarité,
qui est la différence nutritionnelle entre les aliments. C'est-à-dire le fait de manger des aliments qui soient très différents dans leur composition en nutriments. C'est aussi de la variété. C'est assez bien. Aucune association. Et encore une fois, quand on prend un score de qualité diététique, mais là, on a des associations. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la conclusion de ces auteurs-là, je vous l'ai retranscrit telle qu'elle, je pense qu'elle est intéressante, c'est de dire ces résultats ne corroborent pas l'idée que manger de tout avec modération entraîne une meilleure qualité de l'alimentation ou une meilleure santé métabolique. C'était du risque de diabète en l'occurrence. Alors, manger de tout avec modération, ça, c'est pas la clé. Pourquoi? Alors, je vous ai mis 2 éléments d'explication, surtout le deuxième qui est important. Le premier, c'est que le fait de consommer différents groupes recommandés, c'est plutôt favorable à l'adéquation nutritionnelle. Mais on ne sait pas très bien ce qu'est la variété à l'intérieur des groupes. C'est-à-dire, est-ce que c'est important de manger varié à l'intérieur d'un groupe ou finalement pas tant que ça? Voilà. Et ça, on dirait que ça dépend. Parce que la deuxième explication, c'est que dans un environnement de pays industrialisé comme le nôtre, la variété totale, les gens qui mangent très varié sont aussi des gens qui mangent varié parce qu'ils sont sensibles à l'offre alimentaire, qui est une offre alimentaire avec beaucoup de marketing sur des produits avec des mauvais profils nutritionnels, et donc ils vont augmenter leur variété parce qu'ils vont consommer plein d'aliments à consommer pourtant avec modération, mais qui leur est proposé assez largement dans leur offre alimentaire. Alors ça, c'est des hypothèses qui ont été formulées dès 2004 aux États-Unis. Alors effectivement, est-ce que la variété peut procéder d'une plus forte consommation de certains aliments qui nuisent à l'équilibre nutritionnel? Eh bien, il y a fort à parier que oui. Voilà. C'est le côté obscur de la force dans la variété ou la diversité. Nous, on a constaté ça. On a constaté que la diversité alimentaire dans l'enquête 1K2 était associée à un excès de consommation des nutriments dont il faut limiter la consommation. C'est ce qu'on voit ici dans notre score de modération, qui est un score qui rend compte du fait de ne pas dépasser des limites supérieures de consommation d'acides gras saturés, de sucre, de sel, etc. Et on voit une association négative. Ça veut dire que plus les gens mangent varié, enfin diversifié, avec notre indice de diversité, on l'a testé avec d'autres indices, plus ils surconsomment des nutriments à éviter. Et on a vu ça aussi diététiquement, puisqu'on a vu aussi que plus les gens mangeaient diversifié, plus ils consommaient des produits sucrés. Donc méfiance. Et maintenant, quelle est la solution? Mais la solution, c'est d'associer variété ou diversité et équilibre alimentaire, et d'intriquer un petit peu les choses. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est plus de la diversité, c'est du suivi des recommandations. On ne peut pas autonomiser l'idée de diversité, enfin pas facilement, à mon avis, on pourra en discuter. Il faut l'associer à la contribution de cette variété à l'équilibre alimentaire. C'est ce qui a été fait par une équipe qui est à Harvard, menée par Maya Vadivelou, où ils ont fait un indice de qualité de l'alimentation qui tient compte de la diversité, c'est ce que vous avez ici, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, qui tient compte de la diversité et qui tient compte de la valeur santé du groupe alimentaire qui est concerné par la diversité. Donc en gros, ça nous dit que pour bien manger, il faut manger diversifié, mais diversifié dans les groupes alimentaires qui sont positivement contributifs à l'équilibre alimentaire. Voilà. Tout simplement. Alors quand on fait ça, eh bien alors on a un indice qui est de qualité, qui est bien validé, qui est associé à des profils diététiques favorables, qui est associé positivement à l'adéquation nutritionnelle des régimes, etc. Donc c'est ce qui a été fait. Il y a eu ensuite des publications qui ont associé cet indice-là à des critères de santé, l'adiposité aux États-Unis, le risque de syndrome métabolique aux États-Unis, voilà, et avec des associations positives assez nettes. Alors c'est l'heure du bilan, en gros. Qu'est-ce que je vous ai raconté là? Je vous ai dit qu'on a vu que la diversité, c'est une caractéristique un peu complexe de l'alimentation, un peu supérieure, disons.
qui a bien des manières de la mesurer, de rendre compte de cette caractéristique-là, avec des méthodes très variées elles-mêmes. Que globalement, la diversité est liée à l'adéquation nutritionnelle des régimes, au sens de la couverture des besoins en nutriments indispensables, est liée aussi à l'énergie. Et donc, c'est une approche qui est utile, qui continue à être utile pour juger la qualité d'une alimentation de subsistance avec des méthodes très pratiques. Dans un contexte pléthorique, comme le nôtre, la diversité semble aussi être liée, alors toute partie, il ne faut pas non plus généraliser, mais il y a quand même des données pour dire que ça semble lié à des apports alimentaires ou nutritionnels déséquilibrés ou déséquilibrants, en quelque sorte. Donc, il faut reconnecter à des mesures de qualité de l'alimentation, et la qualité de l'alimentation vue non pas comme des apports en nutriments, mais comme de la qualité diététique, c'est-à-dire des repères de consommation un petit peu qui nous disent qu'il faut manger en substance, hein, en pratique, à l'intérieur de repères de consommation sur des groupes alimentaires, etc. Et donc, de façon intriquée. Donc, on en revient à ce que je disais au début, un varié et équilibré, c'est pas varié d'un côté et équilibré de l'autre. C'est vraiment une relation que j'ose qualifier de dialectique dans l'alimentation. Il faut manger varié pour pouvoir atteindre un équilibre alimentaire. Mais si c'est à rebours de l'équilibre alimentaire qu'on construit, eh bien on fait mauvais ouvrage. Voilà. Je veux remercier, avant d'en finir, je veux remercier juste quelques collègues, anciens doctorants, etc. Donc Éric Verger, avec qui j'ai un petit peu échangé là-dessus, qui est maintenant à l'IRD. Manon Agnel et Clélia Bianchi, qui ont travaillé, certaines de ces données sont issues de leur travail. Erwan de Gavel, qui est le doctorant que j'encadre actuellement, qui travaille aussi sur des indices de diversité de l'apport protéique, puisqu'on peut aussi rentrer dans de la diversité au sein d'un type d'apport, comme l'apport protéique. C'est assez intéressant. Et mon collègue Jean-François Huneau pour des discussions toujours intéressantes. Voilà. Vous avez mes contacts ici. Je vous remercie. Merci.